Aujourd'hui, c'est la Culture Box pour le mois de décembre 2018. Je suis Caroline Eskenazi, bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne, j'espère que tu vas aimer la balade. Bon, je te préviens, aujourd'hui c'est une vidéo un peu ronchon, d'abord parce que je suis légèrement mal foutue, mais surtout parce que franchement, ce que j'ai découvert au niveau culturel au mois de décembre 2018, ça n'a pas été que triomphant. Donc il va y avoir du coup de gueule dans l'air. On commence avec le Casse-Noisette et les 4 royaumes de Leslie Hallström pour les studios Disney que j'ai vu juste avant Noël. Le pitch. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne, on suit les aventures d'une petite gamine qui est bien triste parce qu'elle a perdu sa maman. Et c'est Noël, et comme c'est Noël, forcément, elle a des souvenirs de sa bonne mère qui remontent, et donc elle est très très triste, et elle a de la nostalgie, et sa maman lui manque. Et puis, il y a son parrain, qui est noir et borgne, qui fait une grande fiesta pour célébrer Noël à laquelle elle est conviée. Et pendant la fiesta, la gamine, elle va basculer dans un monde parallèle enchanté, et elle va apprendre que sa bonne maman décédée, elle était la reine de ce patelin merveilleux. Sauf que quand la gamine, elle déboule dans le royaume magique, eh ben c'est le chaos, parce que ce royaume, il est subdivisé en 4 territoires, et ça se bastonne un peu entre les territoires. Donc c'est un peu le merdoir au moment où elle arrive. Et elle, évidemment, elle va apparaître comme la sauveuse, le messie, la fille de la reine des feintes, celle qui peut tout arranger. Alors tu vois, comme ça sur le papier, ça a l'air palpitant, hein, comme pitch et comme scénario, mais on verra tout à l'heure que c'est pas le cas du tout, et c'est d'ailleurs un des gros points faibles de ce film. Bon, on va quand même commencer d'abord par les points forts du film, parce qu'il y en a pas beaucoup, donc autant d'abord les passer en revue. Premièrement, c'est vrai que c'est beau. Ah, visuellement, c'est joli. C'est vrai que tu t'en prends plein les yeux, c'est beau. Ensuite, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est Keira Knightley. Moi qui normalement n'aime pas beaucoup cette actrice, que je trouve maniérée, cabotine, grimaçante, là je dois dire qu'elle m'a épatée, je la trouve géniale dans ce film. En plus, son rôle est attachant, je vais pas trop t'en dire parce que ça pourrait te spoiler certains ressorts de l'intrigue, mais j'ai trouvé que Keira Knightley, dans ce film, elle est royale. À elle seule, quasiment, elle vaut qu'on aille voir ce film. Je crois que c'est l'une des seules raisons qui peut faire qu'on aille voir ce film, c'est Keira Knightley. Bon, et ce qui est mignon aussi, c'est qu'on entend la musique de Tchaïkovski, ça c'est toujours agréable, puisque Casse-Noisette, à la base, c'est un ballet de Tchaïkovski, qui est tiré d'un conte d'Hoffmann. Et puis il y a aussi quelques petits clins d'œil à Fantasia, puisque dans Fantasia, il y avait aussi tout un morceau musical qui était consacré au Casse-Noisette de Tchaïkovski. Donc ça, c'est plutôt pour les bons points. Alors maintenant, on va arriver aux mauvais points, parce qu'il y en a pas mal. Tout d'abord, c'est le scénario. Parce que le scénario, contrairement à ce que j'ai pu te laisser croire dans le pitch, le scénario, il est mou, il est plat, il n'y a pas d'enjeu, il ne se passe rien et donc on décroche très très vite. C'est des ressucés de trucs qu'on a déjà vu 1000 fois dans Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles, Narnia ou le conte de la Reine des Neiges, le conte original de la Reine des Neiges. En plus, il y a des scènes de bataille qui sont longues et laborieuses. Comme il n'y a pas d'enjeu, on n'entre jamais en empathie avec les personnages, donc l'émotion ne naît jamais, donc on décroche. En plus, il y a quand même certains anachronismes, comme je te le disais, il y a le rôle d'un parrain de la gamine, qui est joué par Morgan Freeman, que par ailleurs j'adore, Morgan Freeman. Donc là, il joue le rôle d'un parrain qui est noir, ce qui... Dans l'Angleterre victorienne, je sais pas, je suis pas complètement sûre de la pertinence historique du truc. Je ne sais pas si, dans la noblesse de l'Angleterre victorienne, il y avait des personnes de couleur. Je suis pas complètement sûre. Et par ailleurs, ce parrain, il est aussi borgne. Ce qui, à aucun moment de l'intrigue, n'est justifié. Pourquoi ce type-là est-il borgne? En quoi ça sert l'histoire? On sait pas. C'est juste comme ça, on se dit, tiens, ce serait marrant de mettre Morgan Freeman avec un œil caché. Le tout a fait que je te dis, à part Keira Knightley, que j'ai trouvé vraiment bien, ce truc-là, c'était un pétard mouillé pour moi et je me suis super ennuyée pendant ce film. Ensuite, dans le même genre, j'ai vu le retour de Mary Poppins. Comment aurais-je pu ne pas aller voir le retour de Mary Poppins? Forcément, Emerald Kelly oblige. Donc j'ai vu le retour de Mary Poppins des studios Disney, réalisé par Rob Marshall. Oh, et là aussi, mon Dieu, quelle déception! Mon Dieu, quelle déception! Mais quelle déception! Alors le premier gros problème, c'est que ce film-là, c'est un copier-coller scolaire du premier Mary Poppins. C'est exactement la même suite d'épisodes tout au long du film. On a la petite scène domestique qui va bien, ensuite on a l'immersion dans le dessin animé, ensuite on a la scène de danse sur les toits londoniens, on a la chanson avec un mot inventé, on a la visite à un membre de la famille de Mary Poppins qui est un peu déjanté, on a la scène de fin où on a remplacé les cerfs-volants par des ballons, c'est exactement la même chose. La scène aussi à la banque,
tout est exactement pareil, c'est du copier-coller. Alors certes, j'imagine qu'ils ont été piochés dans la grande saga de B.L. Travers, qui est l'auteur de Mary Poppins. Ils ont dû aller piocher ces événements dans cette grande saga, qui s'étendait bien au-delà du scénario du premier film, mais il n'en reste pas moins que la manière dont ils les présentent, c'est exactement la même chose que dans le premier film, en moins bien. Bon, ensuite, l'autre méga souci, c'est Emily Blunt, parce qu'Emily Blunt, elle ne va pas du tout pour faire Mary Poppins. Mary Poppins, dans les livres, c'est vrai que c'est une gouvernante qui mêle à la fois une très grande austérité et une très grande fantaisie, et il est certain que Julie Andrews, elle incarnait plutôt l'aspect fantaisie, féerie, magie, et peut-être un peu moins le côté austère et victorien de son personnage. Et là, Emily Blunt, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire tout ce qui va être austérité, dureté du visage, dureté dans le regard, ça, elle le fait à la perfection, mais c'est l'aspect plus féerique et plus magique et plus pétillant du personnage qu'elle ne peut pas du tout incarner. Et là, on passe complètement à côté. L'autre souci aussi, c'est que le comédien qui joue son comparse, lui aussi, il a le charisme d'un presse purée, et donc ça marche pas vraiment bien. Ensuite, il y a beaucoup trop de chansons et elles sont beaucoup trop longues, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus. C'est l'indigestion musicale et sonore, vraiment, on n'en peut plus. Et vraiment, quand on est arrivé à la scène où il y avait Meryl Streep, là j'ai cru que j'allais quitter la salle tellement je n'en pouvais plus, tellement ça avait atteint un degré de cabotinage et c'était trop, franchement c'était trop, j'ai cru que j'allais sortir et quitter la salle. Et tout ça en plus n'est fait que avec des images de synthèse, et j'en ai plein le dos des images de synthèse, mais bon sang, comment faisaient avant les réalisateurs quand il n'y avait pas les images de synthèse? Sérieusement, mais j'échange tous les ordinateurs et toutes les images de synthèse contre un bon vieux carton-pâte, parce que ça au moins ça permet l'émotion de naître, tandis que moi quand j'ai ce flot d'images de synthèse, mais je n'arrive plus à croire à ce qu'on me raconte, parce que mes yeux sont comme, je sais pas, ils deviennent imperméables aux images tellement je me rends compte que ces images-là n'ont rien de réel. Alors évidemment, bon, il y a 2-3 petites choses mignonnettes. À un moment, tu as une toute petite apparition de l'actrice qui jouait Jane Banks. Dans le premier film, elle faisait la petite gamine, et là tu la vois à un moment, elle passe dans la rue. Bon, ça c'est, voilà, petit clin d'œil mignon. À un autre moment aussi, dans la banque, on voit une apparition de Dick Van Dyke, qui jouait Bert dans le premier Mary Poppins. Donc ça aussi, évidemment, c'est assez savoureux. Mais enfin, ça reste assez maigre, hein, ça reste assez maigre pour subir 2 heures de film. Bon sang, ces temps-ci, je trouve que les studios Disney, ils se foulent pas, là, ils nous font du recyclage, et il n'y a jamais aucun enjeu, aucune proposition, aucun renouvellement, aucune originalité. Franchement, mon émeraude Kelly, là, en ce moment, elle s'ouvre les veines de désespoir. Bon sang, Disney, sors-toi les doigts du cul et fais-nous des vraies propositions avec des vraies prises de risques. Bon allez, le troisième coup de gueule pour cette review, c'est une exposition que j'ai vue plus tard que ce week-end. Une exposition sur les comédies musicales, c'était à La Villette, dans le truc qui s'appelle, je ne sais même plus comment, un machin de Philharmonique de Paris, enfin bon bref. De toute façon, c'était nul, donc t'as même pas besoin de savoir où c'était parce qu'il ne faut pas y aller. D'abord, le premier truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que maintenant on te fait tout le temps des expositions dans le noir. Tous les murs sont noirs, les gens circulent dans la pénombre totale, t'as de vagues spots douceâtres qui t'éclairent 2-3 trucs qui sont inscrits sur les murs avec une photo par-ci, une photo par-là, ce qui fait que tu sors avec une grosse migraine, et surtout, il y a rien, c'est du néant. T'as des bouts de trucs, des bouts de machin, un mur où t'as Gene Kelly d'un Américain à Paris, un autre bout de mur où tu as Fred Astaire et Ginger, encore un autre bout où il y a les Aristochats, et puis encore un autre où il y a Michael Jackson. Enfin, les choses se suivent d'une façon qui n'est absolument pas fluide, qui n'est absolument pas pertinente, qui n'est absolument pas pédagogique, bien entendu. Des artistes comme Gene Kelly, comme Fred Astaire, comme Judy Garland, comme Sid Charisse, tous ces êtres merveilleux qui nous ont donné des films si beaux, mais ça méritait une exposition royale. Et là, c'est foireux. Bon, en plus, ça c'est une parenthèse, ça puait là-dedans, parce que comme il y avait des gosses dans tous les coins, je sais pas, il y en a un qui avait fait sous lui, enfin c'était hideux, ça puait là-dedans. Et alors en plus, attends, la cerise sur le gâteau, ça valait 11 €. 11 € l'entrée? Est-ce qu'on se fout pas de ma gueule? 11 € pour ça, 11 € pour du vide, 11 € pour du néant. Donc franchement, s'il y a une exposition à fuir, c'est bien celle-là. En plus, franchement, moi, tout ça, ça me donne de moins en moins envie d'aller à des expositions, parce que je trouve que de plus en plus, les prix
sont exorbitants et la qualité est médiocre. Entre les histoires qu'on est complètement dans l'obscurité et je te dis cette nouvelle tendance de te faire non pas des expositions qui soient vraiment fouillées, qui soient vraiment pertinentes et pédagogiques et bien vues, mais on te fait des bouts de trucs, des bouts de machin, t'as un peu, tu sais, comme si t'étais en train de surfer sur internet, t'as un bout de machin, un bout de truc, pof, 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 on te donne 2-3 infos comme ça, et zou, ça suffit, et on te fait le prix fort pour ça. Mais Nine, quoi, gros Nine. Bon, ça, c'était tous les trucs qui m'ont énervé au mois de décembre. Heureusement, il y a quand même aussi 2-3 choses qui m'ont bien plu pendant le mois de décembre, notamment des livres que je vais te présenter maintenant. Tout d'abord, il y a ce livre de Lise Bartoli, Les Contes de l'Arc-en-Ciel. C'est un livre qui s'adresse plutôt aux enfants, mais que les parents peuvent lire avec leurs enfants. Ça raconte l'histoire de 2 jumeaux qui vont rencontrer une fée, et cette fée va leur apprendre les contes de l'arc-en-ciel. Alors, en réalité, ce livre, il s'appuie sur les chakras, sur les différents points d'énergie que nous avons tous à l'intérieur de notre corps, sur les couleurs qui sont associées à ces chakras et qui reprennent les couleurs de l'arc-en-ciel, et sur la manière dont on peut activer ces chakras. Évidemment, le mot de chakra n'est jamais employé dans ce livre puisque ça s'adresse à des enfants, donc elle a fait les choses de manière très ludique et très abordable par des jeunes enfants. Ce sont des très jolis contes, très courts, qui permettent aux enfants de développer leur confiance en eux, de pouvoir gérer leurs émotions, d'arriver à se sentir appréciés, de mieux savourer l'instant présent, enfin toutes sortes de leçons assez importantes, des leçons de vie qui permettent vraiment à l'enfant d'accroître son bien-être. Donc c'est un livre tout à fait joli. En plus, il y a de très belles illustrations à l'intérieur, donc c'est parfait pour une lecture avec des enfants. Ensuite, j'ai lu 2 romans qui m'ont bien fait rire et qui m'ont vraiment fait passer un bon moment. D'abord, il y a Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, de Catherine Rose Barbieri aux éditions Erol. Ça raconte l'histoire de Camille, qui est une trentenaire qui bosse dans une grande boîte, qui n'a pas des relations forcément très développées avec ses collègues, elle n'a pas forcément beaucoup d'amis, elle est un peu renfermée sur elle-même. Et puis un jour, elle va recevoir par mail une lettre d'amour anonyme. Et alors toute la question va être de savoir qui a pu lui envoyer ce mail énamouré, et elle va commencer une grande enquête qui va peut-être l'amener à découvrir l'amour à la fin de son enquête, mais qui va aussi lui permettre de faire un cheminement sur elle-même et d'apprendre peut-être à mieux aller vers les autres, à mieux reconnaître ses qualités, à mieux être capable d'entrer en connexion avec le monde autour d'elle. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il mêle habilement la romance, l'humour, le suspense, la sensualité, avec une petite pointe de développement personnel quand même. Donc j'ai passé un moment vraiment savoureux en compagnie de Camille. C'est un très joli livre que je te recommande. L'autre livre aussi que j'ai lu pendant les fêtes et qui m'a bien plu, c'est celui-là, J'emmerde les femmes parfaites, d'Amandine Avril. Alors il se trouve que je connais l'auteur, Amandine Avril, c'est une copine, et j'ai dévoré son livre vraiment avec bonheur. C'est une suite de chroniques, on suit les aventures d'une nana qui s'appelle Amandine, mais qui se surnomme elle-même Micheline, parce qu'elle a un côté un peu Bridget Jones. Elle est un peu maladroite, elle est un peu poissarde, et surtout elle a un humour très décalé, et donc elle te raconte tous les épisodes rocambolesques qu'elle vit dans son quotidien, avec son chéri, avec ses enfants, puisqu'elle est mère d'une famille assez nombreuse, dans son boulot qui est un peu plan-plan et qui la gonfle, avec son patron, donc des trucs dans lesquels vraiment la majorité des lectrices peuvent se reconnaître, et elle le fait avec un humour qui est décalé, qui est savoureux, et qui fait que son livre, on se marre d'un bout à l'autre, vraiment c'est je te dis, des petites tranches de vie qui sont hyper drôle et hyper distrayante. Bravo Amandine. Bon, et puis enfin j'arrive au coup de cœur parce que quand même il y en a. D'abord, il y a ce livre qui m'a été offert par ma maman à Noël. Ça s'appelle L'art de la quiétude par Véronique Ayache. Cet art de la quiétude, elle le trouve auprès des chats et elle part du principe que les chats peuvent nous apaiser. D'abord, elle retrace l'historique de la vie des chats. Donc elle nous parle de l'Égypte ancienne, elle nous parle des Grecs, des Romains, de la façon dont le chat était appréhendé dans toutes ces sociétés et comment est-ce que les hommes vivaient avec les chats à ces diverses époques. Et puis ensuite, elle te parle de la façon dont nous, on peut s'inspirer de notre chat pour aller mieux, comment est-ce qu'on peut méditer avec lui, entrer en connexion avec lui, penser comme lui, agir comme lui, et comment est-ce qu'en faisant tout cela, on peut atteindre nous-mêmes un très grand état de zénitude. Ce livre, c'est un petit bijou, c'est une petite merveille. J'ai pris un plaisir incroyable à lire ça. Ça m'a fait aimer encore plus les chats, si la chose est possible, et ça m'a vraiment donné envie de passer du temps avec mon chat, avec ma câlinette, et de
vraiment prendre ce temps d'être près d'elle, de l'entendre ronronner, de la caresser, de l'avoir sur mes genoux, voilà, de savourer ce temps exceptionnel avec mon petit félin. Donc ça, c'est mon coup de cœur pour décembre 2018 et c'est vraiment un livre que je te recommande du fond du cœur. Et puis ensuite, eh ben, mon autre coup de cœur pour ce mois-ci, qui est en fait un des coups de cœur de ma vie, hein, soyons très clairs, on va oublier l'expo sur les comédies musicales et on va rester concentré uniquement sur les comédies musicales. Et c'est cette cure dont je t'avais déjà parlé le mois dernier. J'avais commencé avec les films en noir et blanc de Fred Astaire et Ginger Rogers. Ben là maintenant, je continue la cure et j'en suis arrivée aux films en couleur. Donc il y a notamment Chantons sous la pluie, Le Pirate, Easter Parade, Meet Me in St. Louis, La Belle de Moscou, tous en scène, enfin je les regarde tous en ce moment, Un Américain à Paris aussi. Ces films sont magiques, c'est du bonheur à l'état pur. Quand je sors de 2 heures passées à voir Gene Kelly danser ou Fred Astaire danser, puis j'ai une banane d'en fer, j'ai une confiance en la vie, dans le monde, c'est mon coup de cœur permanent, les grandes comédies musicales avec ces artistes merveilleux. Voilà, on a fait le tour de ce qui m'a plu et de ce qui m'a beaucoup énervé pour ce mois de décembre 2018. Abonne-toi à cette chaîne pour voir ma bouille régulièrement. Partage cette vidéo, like-la, commente-la, donne-moi ton avis sur tout. Sur ce, je te dis à très vite et je t'embrasse. T'as vu, bien remonté, hein, la Caroline 2019.